Ouverture de la 71e Assemblée générale des Nations unies à New York. L'ONU accueille à partir de ce lundi 19 septembre un grand sommet sur les réfugiés et les déplacés. Le président Alassane Ouattara participera à cette 71e Assemblée générale. L'actualité, c'est aussi en France où le salon consacré à l'élevage à Rennes a refermé ses portes vendredi dernier. La Côte d'Ivoire était présente à ce salon. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources halieutiques et animales a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. La France rend hommage ce lundi 19 septembre aux victimes du terrorisme. Une cérémonie s'est tenue ce matin dans les jardins des Invalides à Paris en présence de victimes et de leurs proches. Une cérémonie au cours de laquelle le président Hollande a évoqué la nécessité d'engager des moyens supplémentaires pour la lutte contre le terrorisme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. C'est une première, l'ONU accueille à partir de ce lundi 19 septembre 2016 un grand sommet pour les réfugiés et les déplacés. Une déclaration politique sera adoptée engageant les pays à faire plus pour la protection de ces personnes qui sont près de 65 millions dans le monde. Après le Canada, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Il prendra part à cette 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État va aussi défendre le dossier de la Côte d'Ivoire qui aspire à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Avant d'effectuer le déplacement des États-Unis, le président Alassane Ouattara était au Canada où il a multiplié les rencontres en marge des travaux du Fonds mondial sur le sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'est entretenu avec le gouverneur général du Canada et avec le représentant de la reine d'Angleterre. Le chef de l'État a également échangé avec le maire de Montréal. La Côte d'Ivoire et le Canada vont renforcer leur coopération. Un accord de jumelage entre Montréal et Abidjan a d'ailleurs été conclu. Direction la France, où le salon consacré à l'élevage à Rennes a refermé ses portes vendredi dernier. La Côte d'Ivoire était présente à ce salon. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre donc des Ressources halieutiques et animales, a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. Le salon a enregistré près de 100 000 visiteurs. Plus de détails avec Hervé Blé. Admiratif devant les nouveautés technologiques du secteur de l'élevage et de l'agriculture, ces visiteurs du Space de Rennes sont ivoiriens. Pendant 4 jours, la délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu des partages de connaissances, des discussions avec des professionnels et responsables techniques, s'est imprégné avec grand intérêt des solutions techniques et innovations pour améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. Si nous voulons développer notre élevage, on a besoin de se tourner vers une technologie très avancée. Et je crois que toutes ces machines que nous avons vues entrent dans cette perspective. La Côte d'Ivoire intéresse, la preuve avec les nombreuses actions de promotion visant la délégation ivoirienne. C'est un honneur, vous savez, recevoir le ministre, en plus avoir la chance de lui expliquer les plus que nous avons, tout ce qui est éco-épandage, la valorisation des effluents. Si tout cela peut bénéficier aux éleveurs, aux agriculteurs de Côte d'Ivoire, ben voilà, ça me fait mon plaisir et j'espère que ça fera le leur. Autre endroit, autre manifestation d'intérêt pour le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire, Saint-Étienne-Gué de l'Ils, à 80 km de Rennes. Ici sont réunis des entrepreneurs dans le domaine agricole en région de Bretagne. Ils sont en rendez-vous avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Tous répondent à l'invitation du groupe Almix, groupe industriel qui vend des solutions aux algues à même de se substituer aux pesticides pour les plantes et aux antibiotiques pour animaux. Le Space 2016 referme ses portes. Il aura permis aux acteurs du monde de l'élevage de se projeter dans l'avenir pour vivre sereinement leur métier.
Ici en Côte d'Ivoire, c'est ce lundi qu'a lieu la rentrée scolaire 2016-2017 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est placée sous le thème « La contribution de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à l'édification de l'Ivoirien nouveau ». Le ministre est donc sur le terrain en ce moment pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée. Plaques dorées, plaques signalétiques, microphones et baffles pour les cours dans les amphithéâtres. Voilà ce qui compose les dons offerts la semaine dernière à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Des dons pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants. Les détails avec Éric Goré. Désormais, les différents départements de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody seront identifiés par les plaques dorées et les ruelles auront des panneaux signalistiques pour permettre aux nouveaux étudiants de reconnaître leur bâtiment. C'est un vœu souhaité depuis lors par les concernés qui vient de se réaliser. Quand nous arrivons sur l'espace universitaire, nous avons du mal à retrouver les autres départements et ça nous pose vraiment problème. L'État ne peut pas tout gérer. Donc ces messieurs de bonne volonté là sont à saluer par rapport aux dons qu'ils font. Ces dons-là, en tout cas, c'est une aubaine pour nous étudiants. Ce sont au total 19 bâtiments qui seront identifiés selon les filières grâce à l'aide d'un ancien étudiant de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le donateur explique cette action. J'estime que c'est un devoir. J'ai moi-même été étudiant à la faculté de droit d'Abidjan et je pense que la solidarité générationnelle doit se poursuivre. Nous les anciens qui avons eu la chance de passer ici, nous devons pouvoir tendre la main à nos jeunes frères qui sont là dans certaines difficultés et y apporter une petite contribution. En plus de ces plaques, d'autres dons ont été faits. Le donateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un mot d'agriculture dans ce journal. La société coopérative Elietikba de Daloa vient de faire le bilan de ses activités. Pour la campagne 2015-2016, elle dit avoir réalisé une production de plus de 2055 tonnes de cacao. Les planteurs ont été récompensés pour la qualité de leur production. Teresta Peyoboué nous en dit plus. La société coopérative agricole Elietikba de Daloa compte 3500 membres. Cette coopérative a été lauréate du prix de la meilleure coopérative à l'occasion de la Journée nationale du café et du cacao, ce qui lui a permis de bénéficier de différents dons, véhicules de ramassage et divers autres dons. Cette société qui vient de primer ses meilleurs producteurs a fait le bilan de ses activités. Le travail est satisfaisant en ce sens qu'il y a eu une production assez vraiment importante malgré la précarité de la campagne. Nous avons eu une augmentation de plus de 139% par rapport à l'année dernière. Les responsables du Conseil du café et du cacao et de la Direction régionale de l'agriculture ont félicité la coopérative Elietikba pour sa performance. Ils ont invité les membres à demeurer fidèles à leur coopérative. Après la construction d'écoles primaires et maternelles, la coopérative prévoit la construction d'un collège pour les enfants des planteurs. La première pierre de ce collège sera posée bientôt par le directeur général du Conseil du café et du cacao. Sous-préfecture de Thiémé, dans le département d'Odiéné, les femmes de 5 villages se sont lancées dans la production abondante du maraîcher. 2 ans après la mise en place de leur coopérative dénommée Benkadi, ces productrices ont elles aussi fait le point de leurs activités. Accès difficile aux parcelles culturales, manque d'intrants et d'aide à la commercialisation, ce sont là autant de difficultés qui entravent l'engagement de ces femmes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Soro Corona et Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. La Côte d'Ivoire a connu le premier trimestre de l'année 2016 une pénurie de produits vivriers avec pour conséquence une flambée des prix sur les différents marchés du pays. Une situation qui encourage de nombreuses coopératives féminines productrices de vivriers à accroître leur production. À Thiémé, dans le département d'Odiéné, les femmes de 5 villages réunies au sein de la coopérative Benkadi s'investissent dans la production abondante du maraîcher. C'est avec un capital d'1 600 000 francs CFA que les activités des femmes de Thiémé ont débuté en 2013.
Après 2 ans d'activité, la coopérative a fait un chiffre d'affaires de 22 700 000 francs CFA. Notre activité principale, c'est l'agriculture, le maraîcher et le vivrier. Et nous avons commencé petit. Actuellement, nous avons 2 projets. Projet maraîcher et un autre projet de riz que nous avons initié nous-mêmes. Nous avons 5 hectares actuellement en riz de bas-fond. Cependant, les 400 femmes de la coopérative Benkadi de Témé sont confrontées à de réelles difficultés pour exercer leur activité. Accès difficile aux parcelles d'exploitation, manque de formation sur les techniques culturelles, manque d'aide à la commercialisation. Tous ces obstacles ont fait l'objet d'une rencontre entre les femmes de la coopérative Benkadi et les autorités municipales. Le maire s'est engagé à soutenir les actions des femmes de Témé. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Dans le Tonkpi, le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeus, a procédé récemment à une série d'inaugurations. Ce sont entre autres les logements des sages-femmes, le foyer des jeunes, des écoles, un pont et plusieurs infrastructures socio-économiques. Albert Mabry Touakeus a saisi l'occasion pour inviter les populations à la paix et à la cohésion afin de bénéficier davantage d'actions de développement impulsées par le Conseil régional du Tonkpi. Abou Sanogo. 2 villages désenclavés, Té et Zantongouin dans le département de Biancouma, désormais reliés par un pont. Un autre, Sandougou-Soba dans le département de Man, doté de marchés. Des infrastructures construites par le conseil régional du Tonkpi. Le ministre Albert Touakeus Mabry, le parrain dit être présent partout où il s'agira du bien-être de la population. Pour lui, au-delà des infrastructures, il faut travailler à maintenir la paix et la cohésion, gage de tout développement. Plusieurs autres infrastructures ont été inaugurées dans le département de Man, logement de sages-femmes de Bofesso, foyer des jeunes de Déoulé, le pont sur la rivière Gla, 2e école de Gwentimba et ouverture de la voie Zagwe-Gwentimba. Le ministre Albert Touakeus Mabry a dit sa disponibilité à travailler pour que la région ne reste pas à la traîne du développement. Le Tonkpi regorge d'énormes potentialités touristiques, notamment les cascades naturelles et les flancs de montagne. Le ministre Albert Touakeus Mabry a invité le conseil régional à la promotion des sites touristiques et à la révalorisation de la fête de l'Ignama, une identité culturelle majeure dans la région qui a besoin d'être soutenue. Le département de Séguélon, lui, connaît de grosses pluies ces derniers jours avec de nombreuses conséquences. Ponts et réseaux routiers détruits, activités commerciales et champêtres arrêtées, population bloquée dans les champs. Le président du conseil régional du Kabadougou a visité récemment Gongaha et Kabariri, les 2 villages les plus touchés par ces pluies diluviennes. Maria Kobi, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Les populations de Bonga et de Karabiri, 2 villages du département de Séguélon reconnus pour leur grande production agricole, sont confrontés depuis quelques semaines à d'énormes difficultés. Ponts détruits, activités commerciales interrompues, populations bloquées dans les champs et cloîtrées dans leurs maisons. Conséquence des dernières pluies diluviennes tombées sur le département. Pour s'imprégner des réalités que vivent ces populations en cette période, le président du conseil régional du Kabadougou a effectué une visite dans la localité. Souleymane Koné a constaté l'ampleur des dégâts causés par les pluies. La construction d'un nouveau pont entre Bonga et Karabiri nécessite au moins 300 millions de francs CFA. Une réalisation n'étant pas inscrite sur la liste des projets du conseil régional. Souleymane Koné a promis aux populations de faire un lobbying auprès des structures spécialisées du gouvernement pour retrouver des populations de Bonga et de Karabiri. Pour ces populations, ces ponts constituent le seul moyen d'écoulement de leur production agricole. Outre ces ouvrages détruits, le réseau routier du département de Séguélon réhabilité à la faveur de la visite présidentielle de 2015 est fortement dégradé par les pluies. Séguélon se trouve ainsi enclavé, car coupé de Mandinani et de Séguéla. Seul l'axe Odiéné-Séguélon reste ouvert à la circulation.
À Grand-Bassam, une vaste opération de nettoyage de plage s'est tenue le samedi dernier. Ce sont des milliers de volontaires, composés entre autres d'élèves et d'étudiants de divers établissements qui ont investi près de 2 km de plage de la ville historique. Ils ont pu collecter toutes sortes de déchets. C'est une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire visant à assainir la plage. Konaté Moussa pour les détails. Un geste simple mais utile. Ces jeunes filles et garçons ramassent les ordures et toutes sortes de déchets sur cette plage de Grand-Bassam. L'acte est exécuté par des milliers de personnes. Des volontaires, élèves, étudiants, cadres d'institutions internationales investissent près de 2 km de plage pour un nettoyage. Quand les gens viennent s'amuser, vraiment ils payent des biscuits, ils payent vraiment beaucoup de gadgets, ils laissent vraiment la plage toute sale. Nous avons mobilisé plus de 200 étudiants et 50 personnels, sans compter les lycées partenaires à l'université de Grand-Bassam, qui viennent de Yamoussoukro, d'Abou, Anyama, qui sont venus en renfort pour participer à cette journée. Assainir la plage de Grand-Bassam, une initiative de l'ambassade des États-Unis. L'opération dénommée Ma plage, mon pays vise à sensibiliser la population sur la nécessité de réduire la pollution marine. Aussi, soutenir le réveil de la ville historique après les événements tragiques de mars dernier. Grand-Bassam a souffert beaucoup cette année. Nous essayons de démontrer que la ville est de retour. Nous espérons qu'à l'avenir, toutes les plages de la Côte d'Ivoire seront nettoyées tout le temps. Cela va contribuer à améliorer donc la salubrité sur les plages. Mais au-delà même des plages, il faudrait que ce genre d'activité se répète sur toute l'étendue du territoire. C'est bien de ramasser, de nettoyer, mais c'est mieux de ne pas salir. Après plus de 2 heures d'activité, c'est un espace attrayant qui s'offre aux visiteurs. La plage de Grand-Bassam, de plus en plus fréquentée, symbole que la ville centenaire s'est bien remise de son choc. Parlons un petit peu politique dans ce journal. Dans la perspective du référendum sur l'élaboration de la nouvelle constitution, le superviseur de l'école du RDR de la région du Poro, Salifou Soro, sonne la mobilisation. Il a convié récemment les directeurs départementaux à une rencontre qui a eu pour cadre la mairie de Korogo. Objectif, sensibiliser les militants en vue d'un oui massif lors du référendum. Honorina Nigori. En 2010, lors de la campagne présidentielle, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait la promesse aux Ivoiriens de modifier la Constitution dès qu'il sera au pouvoir. L'objectif principal est d'offrir aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire nouvelle où tous les Ivoiriens seront égaux. Afin de mieux faire comprendre à ses membres cette vision du chef de l'État, le Rassemblement des Républicains RDR dans la région des Savanes s'est réuni à Korogo pour informer et mobiliser les militants sur ce projet qui sera bientôt soumis au référendum. Étant donné que nous sommes en pleine préparation pour les échéances futures, c'est-à-dire le référendum et les élections locales, il fallait également établir un programme d'activité en tant que formateur, donc pour préparer déjà nos militants à affronter ces échéances, afin que les militants du RDR, mais les militants, j'allais dire l'ensemble de la population ivoirienne, puissent soutenir, n'est-ce pas, ce référendum-là, ou du moins cette nouvelle constitution, à travers un vote massif pour le oui au référendum à venir. L'accent a été mis également, au cours de cette rencontre, sur la prise de parole devant une assemblée et les dispositions à prendre pour vaincre son auditoire. Avant de regagner leur base, chaque directeur départemental a pris l'engagement de réussir cette mission afin de rééditer l'espoir réalisé lors de la présidentielle de 2015. Après l'hommage de la nation à Bernard Bédadier, qui a fêté récemment son 100e anniversaire, l'ASCAD veut immortaliser les œuvres de l'écrivain. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines initie un colloque les 22 et 23 septembre prochains sous le thème « Bernard Dadier, hier, aujourd'hui et demain ». Les précisions de Konaté Moussa. Il est le modèle achevé d'un homme accompli. Bernard Dadier s'est fait une solide réputation d'homme politique, de lettres, d'éducation et de culture. L'homme a célébré ses 100 années d'existence. Il demeure une source inépuisable d'inspiration pour plusieurs générations. La nation ivoirienne lui a reconnu ses valeurs,
L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, veut immortaliser ses œuvres et cela de son vivant. La société savante initie un colloque international pour mettre en lumière l'apport de Bernard Dadier au développement socio-culturel de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Dadier a 100 ans. Cette longévité a été consacrée à produire des œuvres de l'esprit, à mener un combat politique pour la libération de l'Afrique. Nous avons estimé qu'il fallait rendre hommage à Bernard Dadier et nous donner l'occasion de mieux connaître ses œuvres et de faire en sorte que notre jeunesse sache qu'il y a un héritage important qui est là et que cette jeunesse doit pouvoir en profiter. Bernard Dadier, hier, aujourd'hui, demain. Ce colloque sera donc un moment d'intense réflexion sur la vie de ce monument de la littérature. Il sera question de montrer les différentes dimensions du combat de Bernard Dadier. Aussi, présenter le caractère multidisciplinaire de ses œuvres et leurs implications sociales. Clap Ivoire 2016, c'est fini. La 16e édition du Festival international de court-métrage de jeunes réalisateurs de la zone UEMOA a consacré le Togolais Kosivi Maxime, Grand Prix Kodjo et bouclé avec le film Rumeur. Le Sénégal, lui, s'est adjugé 3 trophées. Cette finale s'est déroulée samedi dernier à Yamoussoukro. Franck Quadio, l'un de nos spécialistes culture maison. Rumeur, court-métrage de 13 minutes du Togolais Maxime Kosivi Tchenkoun est le grand vainqueur de Clap Ivoire 2016. La fiction remporte le prix Kodjo et bouclé du jeune réalisateur. Sa trame, c'est l'histoire d'une étudiante qui hésite à se rendre au concert de son frère, craignant elle et son ami d'éventuelles menaces terroristes. Ils étaient 16 jeunes réalisateurs inscrits dans les genres fiction et documentaire à ce 16e Clap Ivoire. Des réalisateurs venus des pays de la zone UEMO. La Sénégalaise Ndeye Fatou Touré a remporté le prix de la meilleure fiction avec La Promesse. Quant au meilleur film documentaire, il est revenu à la béninoise Blandine Padé avec La Mangrove. Un festival de court-métrage à Clap Ivoire 2016 qui a tenu toutes ses promesses selon Dr François Yao, directeur de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, des propos soutenus par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, qui a réaffirmé son soutien à ce festival des jeunes talents du 7e art. Des kits scolaires pour 127 enfants de la commune d'Abobo. C'est un don de l'église adventiste du 7e jour qui entend apporter son soutien aux enfants démunis de la commune pour une rentrée scolaire réussie. Davis Oyo, Eric Goré. 127 enfants défavorisés de la commune d'Abobo prêts à affronter la rentrée scolaire 2016-2017. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, un don de l'église adventiste du 7e jour, qui veut jouer sa partition pour la réussite de l'école obligatoire, une politique des autorités ivoiriennes. C'est d'accompagner les efforts du gouvernement en aidant les enfants à être scolarisés, afin que nous puissions avoir une nation saine et un avenir vraiment qui peut répondre aux besoins de chacun de nous. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a encouragé les organisateurs tout en les invitant à continuer cette œuvre en faveur de l'école ivoirienne. Quant aux parents bénéficiaires, ils sont reconnaissants. Ça me plaît beaucoup. Oh merci, Dieu t'a béni. Merci beaucoup. Les bénéficiaires sont les élèves du CP1 à la terminale. En plus des kits scolaires, ils ont reçu des moustiquaires imprégnés afin de préserver leur santé. Le Hajj 2016 se poursuit. Après la station d'Arafat et la nuit à Mozdalifa, les fidèles musulmans ivoiriens en pèlerinage en Terre Sainte sont à présent à la phase de lapidation de stèles ou encore du grand Satan. C'est une phase de purification des pèlerins afin de vivre une nouvelle vie après le Hajj. Reportage Lamine Dramé et Mamadou Kouassi pour RTI. La grande stèle de la Jamarat, appelée encore le grand Satan sous une pluie de pierres. Les fidèles musulmans ivoiriens, à l'instar des autres pèlerins du monde entier, se soumettent à cet exercice essentiel pour la validation du Hajj. Pour cette étape, chaque pèlerin doit disposer de 7 pierres pour lapider chacune des 3 stèles, soit au total 21 cailloux. Un acte qu'il faut répéter pendant 3 jours. Je suis très content pour pouvoir chasser le Satan, quitter des reines. Côte d'Ivoire, dans ma famille, chez tout le monde, dans le monde entier, on veut que chasser le Satan. On se sent libre.
parce qu'on s'est débarrassé de quelque chose qui ne nous plaît pas, qui peut gâter nos religions. Donc on sent maintenant qu'on est libre sur nous-mêmes. L'année passée, ce que nous avons vu vraiment, j'avais peur. Aujourd'hui, non, je suis relaxée, je suis très contente. Le fait que j'ai pu lancer tous mes 7 cailloux. Pour se rendre à ces lieux, les dispositions sécuritaires recommandent le déplacement des pèlerins par groupe et par pays. Avant ces 3 jours de lapidation, les pèlerins ivoiriens ont été soumis à une première phase de lapidation, après leur retour d'Arafat en passant par Mousdalifa, chose qui leur a permis la désacralisation, c'est-à-dire le retrait des étoffes blanches. C'est une manière pour nous également de nous engager désormais, après s'être lavés de tous nos péchés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous engageons désormais à mener un combat constant et permanent contre ce Satan qui a voulu perturber le père de monothéisme Ibrahim alayhi salam et que nous savons qu'il est toujours prêt également à perturber notre foi. Mais avant cette phase de lapidation, ces pèlerins ont passé la nuit à Mousdalifa, après la station d'Arafat, comme l'a recommandé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est par une procession que les pèlerins ont regagné le site de Mina, tout en glorifiant Allah. De retour en Côte d'Ivoire, des instrumentistes et choristes, 20 au total, catholiques, évangéliques et protestants, ont chanté à la gloire de Dieu. C'était à l'église Sainte-Famille de la Riviera, à l'initiative du groupe Regina Kaeli. L'objectif est d'inviter la jeunesse à être plus responsable et à se consacrer à Jésus-Christ. Le reportage d'Honorine Agnegori est commenté par Herman Guivet. À la faveur de la 4e édition d'un concert gospel de louange et d'adoration dénommé The Gospel Day, des chantres ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Quand on sait que chanter, c'est prier de foi, l'occasion était donnée pour les fidèles chrétiens de danser au son de la musique religieuse. Regina Celi, initiatrice de ce concert, œuvre pour l'évangélisation de la jeunesse à travers le genre gospel. Nous avons choisi un canal, le canal gospel, parce que nous trouvons que c'est une musique qui faire ressortir véritablement cette corrélation qui existe entre le Seigneur et son serviteur ou ses serviteurs. Je suis vraiment satisfaite de pouvoir, ensemble avec des frères, louer Dieu, venir magnifier le Seigneur, reconnaître toute sa bonté. Regina Celi est composée de jeunes chrétiens de diverses communautés religieuses. Il existe depuis 12 ans. L'actualité hors de nos frontières. À Madagascar, un bus est transformé en salle informatique dédiée aux enfants qui rêvent de devenir des développeurs numériques de demain. Pour y arriver, ils apprennent aujourd'hui à coder. Selon les animateurs bénévoles qui leur donnent ces cours gratuitement, ne pas savoir coder sera l'illettrisme de demain. Reportage. 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment te prendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est coder. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur.
500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. La France rend hommage ce lundi 19 septembre aux victimes du terrorisme. Une cérémonie qui s'est tenue dans les jardins de l'intendant de l'Hôtel national des Invalides à Paris. Toutes les victimes françaises d'attentats terroristes sont invitées. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 19 septembre 1989, un avion DC-10 français de la compagnie UTA explosait en plein vol au-dessus du Niger, tuant 54 Français. Et je vous propose un extrait de l'adresse du président français lors de cet hommage national aux victimes du terrorisme. Le fonctionnement et les règles du fonds de garantie seront réformés. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont concernées, traumatisées, touchées à jamais par ce qu'elles ont vu, même si elles n'ont rien subi dans leur chair, mais dans leur mémoire hante encore le souvenir des attentats. Les ressources du fonds seront revues en conséquence et l'État s'en portera garant dans la durée. Vous, qui avez connu le pire, vous nous donnez cette leçon de vie qui s'appelle l'espoir. Vous êtes plus que jamais les dépositaires de cette indispensable mémoire qui vaut lucidité pour le destin commun, qui fait la République et qui fait la France. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.